regrettez pas un moment d'avoir abandonné la politique, avoir le paysage politique aujourd'hui au pays? Si vous ne pensez pas que le pays a besoin de vous toujours? Est-ce que non, il y a un regret. Tard? Non, je pense qu'il y a un regret. Hein. Et sans entrer dans les détails, comme vous savez, à certaines occasions, j'ai refusé d'être ministre. Pour des raisons évidentes, mais j'avais désigné des gens pour me remplacer. Je ne vais pas les citer pour raison de... Hein. Ils sont légion hein, dans le microcosme politique congolais. Mais je regrette, effectivement. Hein. Et ça, de temps en temps, mon épouse me dit, parce que dit, mais chaque fois tu as refusé, tu ne trouves pas que quelque part, tu es un peu responsable du champ-lit que nous vivons actuellement? Oui, hélas, je dois le reconnaître. Je suis un intellectuel, je dois le reconnaître. Je dois battre ma mea culpa. Peut-être que ma présence, quelque part, aurait pu influer, mais bon. Nous sommes là, mais maintenant, ce que je dois faire, c'est former des gens comme vous tous, vous encadrer pour que vous puissiez faire ce que je n'ai pas pu faire, compte tenu... c'est des ratés de l'histoire. Hein. Pressez-moi, pressez tout ce qui reste comme jus en moi. Hein? J'ai encore un peu de jus. Pressez, pressez, pressez. Abreuvez-vous de ce sucre. C'est pour vous, je suis venu pour vous. Eh bien, je commence d'abord par décliner mon identité, n'est-ce pas? Je m'appelle Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambèze. Et tout de suite, j'aimerais vous dire que j'ai un âge canonique. Je suis né en 1948, plus précisément le 9 novembre 1948. C'est dire que dans quelques mois, j'aurai totalisé 78 ans. Sans doute vous demandez comment un patriarche de cet âge se retrouve parmi vous. Eh bien, je suis venu à la rescousse. Aider l'université de Goma pour que celle-ci puisse non seulement devenir une technopole de développement pour le Nord Kivu, mais aussi préparer les leaders de demain. Et pour revenir à votre question, eh bien, j'avais fait mon école primaire à l'époque coloniale. Je suis né à l'époque coloniale. C'était au temps du Congo belge et Rwanda-Urundi. C'était à l'époque où la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi étaient une même et seule colonie dirigée par la Belgique. Et que donc, j'ai fait mon école primaire dans une ville appelée à l'époque Jadoville, qui était la ville la plus propre du Congo belge et du Rwanda-Urundi, qui s'appelle aujourd'hui Likasi, qui se trouve dans le Haut-Katanga, faisant partie du Grand Katanga. Et que donc, j'ai fait mon école primaire à Jadeville, à l'époque coloniale, qui était supervisée par les révérends pères bénédictins. Et ensuite, je poursuivrai ma formation secondaire au petit séminaire. Cette fois-ci, c'est chez les franciscains, à Kanzenze, à 56 km de Kolwezi, qui est le chef-lieu de l'actuelle province du Lualaba. Et je terminerai, tout en étant au petit séminaire, je terminerai mes humanités gréco-latines en 1968 au lycée Jean 23, qui était alors l'école belge de la ville de Kolwezi. Et ensuite, je m'envolerai, toujours en 1968, vers l'université Lovanium, qui est l'actuelle Unikin. Et à l'époque, l'université Lovanium, où on n'était que 2800 étudiants, était le sommet, je dis bien le sommet de l'enseignement supérieur universitaire de toute l'Afrique. Nous étions les meilleurs, parce que nous étions la seule université qui possédait un réacteur atomique, dès 1958, bien avant l'indépendance. Et que c'est là que j'ai dû entamer mes études de médecine.
Et tenez-vous bien, certains cours, comme l'anatomie, se donnaient en latin. C'est la raison pour laquelle ceux qui avaient fait les humanités gréco-latines étaient les plus indiqués à être inscrits à médecine de mon temps, parce qu'il y avait des cours qui se donnaient en latin. Et j'ai fait 3 années à l'université Lovanium. Au bout de ces 3 années, 1968-1971, eh bien, j'avais terminé mes études de candidature en sciences naturelles et médicales. Mais évidemment, en 1971, j'avais fait partie des étudiants de Lovanium et certains étudiants de l'université officielle du Congo, c'est l'actuel UNILU, à Lubumbashi, à être enrôlés dans l'armée. Donc j'ai fait l'armée nationale congolaise, d'où j'étais sorti en 1973, sergent. Alors j'avais dû faire, comme tous mes collègues, 20 ans de réserve jusqu'en 1993. Bon, revenons à Lovanium. En 1971, Mobutu avait nationalisé les 2 autres universités privées, en plus de l'université officielle du Congo, qui est devenue aujourd'hui UNILU. Il s'agissait de l'université Lovanium, qui était une université créée en 1954 par les catholiques. Il s'agit d'une université privée. Il y avait aussi l'ULC, Université libre du Congo, qui était créée par des protestants à Stanleyville, devenue Kisangani. Et que donc en 1971, au moment où Mobutu, n'est-ce pas, avait changé le nom du pays, on était passé de Congo-Kinshasa, ou plutôt de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre événement qui s'était passé en 1964. Il avait donc changé le nom de République démocratique du Congo en celui du Zaïre. Et même le fleuve avait changé de nom. De même que la monnaie qui était le Zaïre depuis 1967 était demeurée le Zaïre, tout comme certaines autres villes avaient dû changer de nom, n'est-ce pas? Donc en 1971, on s'est retrouvé au Zaïre et l'université Lovanium était devenue Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa. Et c'est là que j'avais fait mes 4 années de doctorat, de 1971 à 1975. Donc en 1975, au mois de juillet, j'étais reçu docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Après, je serai immédiatement recruté comme assistant. Donc de mon temps, c'était la méritocratie. Ceux qui nous donnaient cours, ce n'étaient ni nos oncles, ni les gens de nos tribus. Donc il fallait mériter, il fallait être brillant pour être retenu comme assistant à l'université. Et je fus retenu. Et en ce moment-là, il s'était posé le problème, n'est-ce pas, de l'encadrement des médecins stagiaires, parce qu'au départ, on avait 3 universités avec des étudiants en médecine qui étaient formés, les médecins stagiaires étaient supervisés dans 3 différentes cliniques universitaires. Clinique universitaire de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani. Mais avec la création de l'Université nationale du Zaïre, il y avait une certaine spécialisation en ce qui concerne les filières dans chacun des 3 campus. Parce qu'il y avait Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi, en plus des instituts supérieurs. C'est ainsi que les écoles normales moyennes étaient devenues les ISP, Instituts supérieurs pédagogiques. Et que l'école normale supérieure était devenue IPN, Institut pédagogique national. Et à ce moment-là, à un moment donné, il n'y avait pas moyen d'encadrer tous les médecins stagiaires à Kinshasa. C'est ainsi qu'on avait pensé à relancer les cliniques universitaires qui végétaient à Kisangani et à Lubumbashi. Et pour cela, il fallait envoyer un certain nombre de membres du personnel scientifique et académique à Kisangani, entre autres, pour préparer l'avènement, la réinstallation de la faculté de médecine. C'est dans ce cadre-là que, retenu comme assistant en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine, qui était unique à Kinshasa, et aux cliniques universitaires du Mont-en-Bas, que j'avais pu être choisi parmi tous les autres assistants, on était une dizaine, à être affecté à Kisangani pour relancer les cliniques universitaires
de manière à préparer l'avènement d'une nouvelle faculté de médecine. Et que donc, le 20 décembre 1975, je débarquais à Kisangani comme jeune docteur en médecine, chirurgie et accouchement et assistant junior en gynécologie obstétrique. Ce fut le début de ma spécialisation en gynécologie obstétrique. 2 ans plus tard, en 1977, je devenais assistant senior en gynécologie obstétrique. Et en 1981, je défendais mon mémoire de spécialisation en gynécologie obstétrique à l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani, devenant ainsi le premier spécialiste en gynécologie obstétrique formé à Kisangani. C'est moi qui suis le premier spécialiste en médecine, option gynécologie obstétrique de Kisangani. À l'époque, Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani. Chemin faisant, avant même que je ne devienne spécialiste, j'étais élu. Vous savez, c'est bizarre, c'était au temps de Mobutu, mais je suis élu par les autres médecins, tout jeune, assistant senior en gynécologie obstétrique, pour être médecin directeur médico-technique et médecin directeur général adjoint des cliniques de l'Université de Kisangani en 1979. Donc tout jeune, j'étais appelé à diriger même des professeurs ordinaires européens qui étaient avec nous, élus. C'est après que Monseigneur Chibangu avait dû formaliser pour accepter ma nomination. Sinon, au départ, on était en pleine dictature, mais je fus élu. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et que donc, quand j'avais présenté ma spécialisation en gynécologie obstétrique en avril 1981, je devenais, par le fait même, chef de travaux en gynécologie obstétrique. Et en 1983, j'avais obtenu une bourse d'études par ce qui s'appelait à l'époque le marché commun, qui est aujourd'hui l'Union européenne. J'avais reçu une bourse pour aller faire l'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine en Belgique. Ainsi, au mois de janvier, 1983, je débarquais en Belgique pour ma formation comme doctorant et candidat agrégé de l'enseignement supérieur et universitaire en médecine. Mais alors j'avais dû, étant à Bruxelles, avant de commencer ma formation, faire un saut en Tunisie. J'ai dû être formé à Tunis, à la clinique de la Rihanna, en célioscopie. Je fus parmi les premiers, n'est-ce pas, jeunes spécialistes zaïrois à l'époque à être formé en célioscopie. J'ai dû faire 1 mois de formation en Tunisie et j'étais rentré en Belgique par après. Et le 1er mars, j'ai commencé ma formation comme doctorant et candidat agrégé en même temps que chercheur en paludologie, c'est la science qui traite du paludisme, parce que, je ne vous l'ai pas dit, quand j'avais fait mon mémoire de spécialisation en gynécologie obstétrique en 1981, j'avais fait des recherches de 1978 à 1981, j'avais travaillé sur la malaria et grossesse. C'était pour voir l'influence de la malaria sur l'évolution de la grossesse et sur le fœtus. Mais cette fois-ci, pour mon agrégation, eh bien, j'avais dû faire ma thèse sur la grossesse et le paludisme. Pour la spécialisation, c'était l'influence du paludisme sur la grossesse. Pour ma thèse d'agrégation, j'avais travaillé sur l'influence de la grossesse sur le paludisme. Donc, vous voyez, une sorte de chiasma. Influence du paludisme sur la grossesse, influence de la grossesse sur le paludisme. Et c'est ainsi que j'avais dû combiner un doctorat en santé publique à l'Université catholique de Louvain et l'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Ainsi, en 1987, je devenais concomitamment docteur en santé publique à l'Université catholique de Louvain et agrégé de l'enseignement supérieur en médecine à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers pour le compte de l'Université de Kisangani. Parce que, entre-temps,
l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani, était devenue l'UNIKIS, une université autonome. Et quand j'étais rentré, bien sûr, de ma formation doctorale, parce qu'à l'époque, j'avais fait la promesse à mon pays, le Zaïre à l'époque, que quoi que soient les sollicitations, et je les avais eues pour rester enseigné en Belgique, parce que, modestie mise à part, j'étais très brillant. Hein, mais j'avais refusé et j'avais décidé de revenir au pays, à Kisangani. Et je suis rentré à Kisangani, où je fus nommé directeur des cliniques universitaires de l'université de Kisangani, en même temps que vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine de Kisangani. Et j'ai dû faire 4 ans, jusqu'en 1992. Et entre-temps, j'avais décidé de laisser comme héritage à l'université de Kisangani les premiers agrégés de cette université. C'est ainsi que j'avais pris 2 médecins spécialistes pour les former jusqu'à l'agrégation. Il s'agit de quelqu'un que cette université connaît. C'était le feu professeur Cyprien Makelele, Kambale, et le professeur Wembondinga, qui est à l'école de santé publique à Kinshasa. Je les avais pris en 1987-88, quand j'étais rentré de Louvain et d'Anvers. Et avant de quitter Kisangani, j'en avais fait les premiers agrégés de l'université de Kisangani. Parce que jusque-là, Kisangani n'avait jamais produit d'agrégé en médecine depuis la création du monde. Et avant de quitter Kisangani, j'avais laissé ces 2 agrégés comme héritage. Et depuis lors, l'université de Kisangani, eh bien, s'est vouée, s'est mise aussi à former des formateurs. Et le 1er mars 1993, je regagnais le Lubumbashi en passant par cette ville. J'étais arrivé dans cette ville une semaine auparavant, c'était au moment des pillages. Je suis arrivé le 25 février, je crois, à Goma, parce que ma belle famille était ici. Hein, et le 1er mars, je m'envolais pour le Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, vous savez, c'était en pleine effervescence démocratique. Il y avait du tohu-bohu partout. C'était la période où il y avait dans ce pays un billet de 5 millions de francs de Zaïre. Nous avons connu un billet de 5 millions de Zaïre. C'était vraiment une inflation du type de Deutsche Mark allemand pendant la République de Weimar. Mais c'est dans ces conditions que j'étais arrivé à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, évidemment, c'était en pleine bagarre interethnique et tous les professeurs étaient partis. J'étais presque le seul professeur de médecine à Lubumbashi. Alors j'étais à la fois directeur des cliniques universitaires et doyen de la faculté de médecine. Hein. Et après 4 ans, en 1997, j'étais devenu recteur de l'université de Lubumbashi. Et que donc, au mois de mai, le 8 mai 1997, le jour de la Saint-Michel, je m'étais retrouvé à Lubumbashi à la fois chef de département de gynécologie obstétrique, hein, en même temps directeur des cliniques universitaires de Lubumbashi, en même temps doyen de la faculté de médecine de Lubumbashi et en même temps recteur de l'université de Lubumbashi. Et pendant 6 mois, j'ai occupé ces postes-là parce qu'il fallait stabiliser la machine. Et pendant mon mandat, j'ai fait un peu plus de 4 ans, j'avais décidé de faire de l'université de Lubumbashi une sorte de technopole de développement, pas seulement pour le Katanga, mais j'avais l'ambition d'en faire une sorte de technopole de développement pour tout le Congo. Et vous aurez compris, parce que pendant que j'étais recteur, non seulement j'avais du temps pour former des doctorants, j'ai formé des PhD, des agrégés pendant que j'étais recteur de l'université de Lubumbashi. Et en même temps, j'avais créé des extensions universitaires qui sont devenues aujourd'hui toutes ces universités dont vous entendez parler au Grand Katanga et dans le Kasaï. Donc j'étais à la base de la création de l'université de Likasi, de l'université de Kolwezi, de l'université de Kamina, de l'université de Mbujimayi, de l'université de Kananga, de l'université de Kabinda, de l'université de Kalemi, de l'université de Kindu et de l'extension universitaire
qui fonctionne encore aujourd'hui à Kasumbalesa, n'est-ce pas, à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Mais par après, bien sûr, étant une personne assez volontariste, parce que moi j'ai de la volonté, j'ai la volonté à revendre. Quand je suis quelque part et quand je dirige, je veux que l'objet que je dirige soit réellement dirigé. Hein? Mais alors dans une approche tout à fait avant-gardiste, parce que je prends toujours, depuis 40 à 50 ans, une gestion participative et collaborative. C'est vrai que je suis quelque part une sorte de main d'acier dans un gant de velours, mais rassurez-vous, je convie tout le monde à la direction de la chose publique que je dirige. Et c'est ainsi qu'après, bon, je deviendrai, bon, je vous passe des détails, n'est-ce pas? Je deviendrai en 2003 député national, hein, dans le Parlement de transition, hein, de recteur. Hein, j'avais dû démissionner pour une question de convenance personnelle parce que je ne m'entendais plus avec le gouvernement. Je voulais faire de l'université de Lubumbashi une fer de lance, mais vous connaissez les pesanteurs dans notre pays. On est une sorte de panier à crabes. Hein? Vous avez une unité de panier à crabes, ouais. Prenez les crabes, mettez-les dans un panier, pendant que les uns montent, les autres les attrapent et les font descendre vers le bas. C'est ça le panier de crabes. C'est-à-dire on empêche les autres de briller et à défaut de les imiter, pour qu'on soit à plusieurs à être excellent, on préfère faire le vide. Donc c'était un véritable panier à crabes. J'étais gênant pour le système congolais qui préfère à la méritocratie la médiocrité. J'étais obligé de partir de l'université de Lubumbashi au moment où je voulais donner à cette université, n'est-ce pas, l'équivalence avec les universités canadiennes. Donc en 2002, normalement, l'université de Lubumbashi devait délivrer des diplômes que moi je signerais d'un côté et le recteur de Montréal de l'autre. Donc les gens qui termineraient à Lubumbashi devaient à ce moment-là être engagés au Canada et plus tard aux États-Unis sans poser des problèmes. Mais notre pays était en retard d'une guerre, n'est-ce pas, l'évolution, et j'avais dû partir de l'université de Lubumbashi. Puis en 2003, j'étais député dans le Parlement de transition. Là aussi, en 2005, j'avais dû plier bagage. Je n'avais pas terminé mon mandat en 2006 parce que il n'y avait plus d'entente entre moi et le système. Parce que moi, à l'époque, j'étais pour une constitution d'une république fédérale. Et les autres Congolais n'étaient pas encore en phase de comprendre l'utilité d'une république fédérale. Et j'avais eu beaucoup d'ennuis, j'avais dû partir précipitamment de mon pays. Et au moment où je devais donner des cours en Belgique, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient des recteurs en Belgique, pendant que moi j'étais aussi recteur à Lubumbashi, c'est les gens de ma génération. Hein. C'est des gens, même pour certains, qui étaient aussi des assistants comme moi à l'Université nationale du Zaïre, mais qui étaient recteurs en Belgique. Alors quand je suis parti précipitamment du Parlement en 2005, alors je devais donner cours à Louvain et à l'ULB. C'est sur ces entrefaites que le Rwanda était venu me chercher. Parce que la plupart des jeunes médecins du Rwanda à l'époque, c'était mes anciens étudiants à Kisangani, hein, et à Lubumbashi. Le Rwanda avait un problème de formation de spécialistes. Hein. À l'époque, il n'y avait que 20 spécialistes en médecine, toutes filières confondues, pour un pays comme le Rwanda, avec 12 millions d'habitants. C'est ainsi qu'ils sont venus me solliciter alors que je devais donner cours en Belgique. C'est ainsi que j'avais accepté parce que j'avais estimé que je n'avais rien. Si déjà en 87, j'avais refusé de rester en Belgique pour donner cours, je ne vois pas ce que je pouvais leur apporter. Mais par contre, l'Afrique avait grandement besoin de moi. C'est ainsi que j'avais accepté l'offre du Rwanda comme expatrié et j'étais revenu au Rwanda pour m'occuper de la formation des spécialistes en médecine au Rwanda. Et quand je suis arrivé au Rwanda, j'étais presque le seul professeur de médecine, un peu comme à Lubumbashi. Hein, mais il y avait un vieux, le vieux Nabomvura, il vient d'avoir 100 ans cette année-ci. Ben, il n'était plus en service. Ben, je n'avais que des spécialistes en médecine à l'université, mais
nonobstant cela, j'avais créé 50 missions de professeurs de médecine venant d'un peu partout, Belgique, États-Unis, France, Sénégal, Bénin, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Dubaï, Afrique du Sud, Suède, Suisse. Et j'avais mis sur les chantiers la formation des spécialistes au Rwanda en anesthésie-réanimation, en gynécologie obstétrique, en chirurgie, en pédiatrie, en médecine interne et en médecine communautaire. Je disais que j'étais recruté par le Rwanda pour former des spécialistes en médecine. Et je suis arrivé au mois d'août 2005 et on m'a confié cette tâche. Et parce qu'à ce moment-là, le Rwanda devait passer de la formation des spécialistes à l'extérieur du pays au sein du pays lui-même. Et c'est ainsi que j'ai dirigé ce programme, c'est-à-dire au lieu de former un seul spécialiste à l'étranger du pays, j'en formais 4 à 5 sur place pour le même montant d'argent et dans les meilleures conditions. Donc vous voyez, c'est ça la capacité, hein, de faire d'une pierre plusieurs coups. Hein, donc au lieu de les former à l'étranger, un seul, j'en formais 4 à 5 sur place. Et j'avais commencé avec un groupe de 33 candidats spécialisés en médecine, dont certains étaient des Congolais, qui venaient de Bukavu, et même d'ici. Hein, je vous en citerai 2 pour ce programme. Il y a le professeur Olivier Nyakio, qui est à l'université évangélique de Bukavu. Il faisait partie de ce groupe que j'ai formé comme général physicien. Ici aussi, il y a le professeur Pierrot Lundim, qui est professeur en médecine interne. Donc quand j'avais fait ça, depuis la création du monde, on n'avait jamais formé un professeur en médecine au Rwanda. Mais j'ai lancé ça en 2007. Et aujourd'hui, c'est parti de plus belle. Et que donc, pendant que j'étais au Rwanda, j'étais aussi en même temps expert de l'OMS. Parce que en santé publique, j'ai docteur en santé publique, option épidémiologie et médecine préventive, tout en étant gynécologue et obstétricien et paludologue aussi. Donc, j'ai fait le laboratoire, j'ai fait la santé publique, j'ai fait la clinique, ainsi de suite. C'est-à-dire, je suis polyvalent en médecine. C'est ainsi que vous trouverez dans la bagatelle de 30 thèses que j'ai déjà dirigées, des gens de différentes filières médicales. Parce que je me retrouve un peu partout. Hein, et que donc, ça c'est un avantage dont profitent tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire qui m'ont dans leur sein. Kisangani en avait profité, Lubumbashi mêmement, le Rwanda, et maintenant c'est autour de l'université de Goma. Hein? Et en 2017, je devenais professeur émérite. Mais il faut noter que depuis 1995, j'étais professeur ordinaire. C'est-à-dire, je suis professeur ordinaire depuis près de 31 ans. Hein? Et que je suis professeur émérite depuis 9 ans. Hein? Et normalement, je devais me reposer. Hein? Je vous ai dit que j'ai un âge canonique. Avec toutes ces décorations académiques, en principe, je devais me reposer. Qu'il soit dit en passant que j'ai plus d'une centaine de publications et j'ai écrit plus de 10 livres et que je suis en train d'écrire d'autres livres, hein, en même temps que j'ai accepté de venir. En fait, pour moi, j'aurais dû ne pas venir, mais je me suis dit, si j'ai fait profiter au monde de certaines de mes lumières, pourquoi ne pas le faire pour les enfants de Goma et du Nord Kivu, hein, pour les préparer à être des bons leaders. Parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont diriger ce pays demain. Et nous devons faire en sorte que ceux que nous allons produire ne commettent pas les mêmes erreurs que nous, les générations passées. Nous voulons qu'ils soient bien formés, hein, que ceux que nous allons soient bien formés à un triple titre, sur le plan du savoir-faire, sur le plan du savoir-vivre et sur le plan du savoir-vivre ensemble. C'est très important. Nous nous limitions dans la formation des leaders de la jeunesse congolaise uniquement au savoir
faire et savoir vivre, mais il faut ajouter une troisième dimension. Le vivre ensemble. Nous devons former des jeunes qui comprennent les enjeux. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est le fait que nous ne sommes pas capables de vivre ensemble. Regardez tout ce qui se passe partout. On tribalise, on ethnifise. Ben, c'est pas normal. Et c'est ça notre problème. Le problème du Congo. Le Congo n'a pas de problème. Le problème qu'a le Congo, c'est nous les Congolais. Donc nous les Congolais, nous sommes notre propre problème. C'est la raison pour laquelle il faille former, n'est-ce pas, cette avant-garde de demain qui sera l'épée durandale du développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre présentation. Vous avez un parcours très riche, mais il y a quand même 3 moments qui marquent votre parcours. Et on aimerait que nos téléspectateurs soient un peu édifiés parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Il y a d'abord votre passage dans la formation militaire, votre passage au Parlement, mais aussi la publication d'un ouvrage à Goma. Vous n'êtes pas revenu sur cela, mais ça a beaucoup intéressé un médecin qui publie un ouvrage sur le fédéralisme notamment. Vous allez d'abord commencer par nous parler de votre passage au Parlement. Nous savons tous qu'en RDC, quand un professeur d'université goûte à la politique, parfois il est noyé. Des exemples sont légion. Vous avez goûté à la politique, mais vous êtes quand même rentré dans la science. Vous pouvez nous parler de cette expérience? Ok, merci beaucoup, Jospin. Je suis content de faire votre connaissance parce que je vous suis régulièrement sur YouTube, sur Qui vous Morning Post, bien sûr, avec Blaise, je crois. Oui, vous avez souvent. En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir devant moi. Et puis, il y a les 2 premières questions. Il y a d'abord ma présence dans l'armée et puis ma présence au Parlement. Mais je commence par cette dernière parce que vous avez semblé beaucoup insister sur cet événement. Et effectivement, j'ai dû entrer dans une vie politique active en 2003 à l'issue de négociations de Sun City 2, n'est-ce pas? Au moment où il fallait avoir une transition avant de passer effectivement à la Troisième République dans laquelle nous nous trouvons. Effectivement, à l'époque, il fallait que les différents belligérants et la société civile puissent se choisir des représentants parmi les différentes têtes d'affiche dans les différents domaines de la vie nationale en 2003. Et c'est ainsi que je m'étais retrouvé député national de la transition. Et ceci pourra peut-être expliquer le dernier élément que vous avez cité, à savoir l'ouvrage que j'avais dû venir lancer en décembre 2025 à Goma. C'est vrai. Vous savez, j'ai fait des humanités gréco-latines. Et aux humanités gréco-latines de notre temps, c'était les humanités les plus fortes. C'est-à-dire que nous, en humanité gréco-latine, on avait accès à toutes les facultés. Donc à toutes les facultés universitaires et dans le monde entier, on avait accès. Et je peux vous dire que quand j'avais terminé, ça j'ai un peu sauté, quand j'avais terminé mes humanités gréco-latines à l'école Blaise Jacob-Lézy, j'avais eu 3 bourses. Une bourse pour Harvard, parce que j'étais le major, j'étais le premier. J'avais plus de 8 dixièmes. Je restais en gréco-latine. Alors j'avais une bourse pour Harvard, la première université du monde actuellement. J'avais une bourse pour l'université catholique de Louvain et j'avais une bourse pour l'université de Lovanium. Mais pour des raisons tout à fait qui sont propres à moi, j'avais opté pour Lovanium. J'avais laissé tomber, vous savez, actuellement, si vous dites ça à un jeune homme, il va dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était en 1968. J'avais préféré aller à Lovanium plutôt qu'aller à Harvard, qui est la première université du monde actuellement, ou aller à Louvain, où je ferais mon doctorat en santé publique une vingtaine d'années plus tard. Et que donc, ayant fait ces humanités, j'avais une culture de base très poussée. Tenez, vous savez, j'avais étudié 8 langues aux humanités. Il y avait le swahili, aux humanités. Il fait le swahili, le français, l'anglais, l'allemand, le latin, le grec, l'espagnol et le néerlandais.
Je maîtrisais toutes ces 8 langues aux humanités. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes locuteur. Oui, je me souviens, mais le latin, vous savez, je peux parler latin comme ça, ou le grec. Mais l'allemand, bon, de temps en temps, quand j'y songe, parce que même en allemand, j'ai étudié, par exemple, les grandes œuvres, même musicales de Richard Wagner. J'ai étudié en Allemagne. Vous savez, j'ai fait beaucoup, et c'est ainsi que Nietzsche, hein, je suis chrétien catholique convaincu, hein, mais j'ai aussi parmi les philosophes, en dehors des grands philosophes grecs, hein, avec l'acronyme, n'est-ce pas, Socrate, Platon et Aristote, eh bien, il y a Friedrich Nietzsche dont je cultive les écrits, et ma devise de jeunesse, c'était vivre dangereusement. Ça, c'était ma devise quand j'étais en gréco-latine et à l'université de Lovanium. Comme devise, c'était vivre dangereusement. Hein, je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Et que donc, j'avais une culture générale très poussée. Et quand je suis arrivé à Lovanium, qui était une université d'excellence, c'était une université d'excellence, je vous assure. À l'époque, dans le monde, quand vous disiez que vous êtes Lovagnard, tout le monde vous respectait. Hein. Et à l'époque, je faisais la médecine, mais je passais tout mon temps à la bibliothèque. Hein, la grande bibliothèque de Lovanium. Et là, ce que je fréquentais comme ouvrage, c'est les ouvrages des philosophes, d'histoire. C'est ce que je faisais pendant 7 ans. Mais je faisais la médecine en même temps. C'est pour vous dire que les histoires qui ont trait à l'histoire, à la politique, c'est dans le sang. Et je me moque un peu de mon pays, comment des Philistins, des hommes de peu de culture nous dirigent. Vous comprenez? C'est ça notre malheur. Nous avons eu des Philistins, c'est-à-dire des gens de peu de culture, qui nous ont dirigés. Bon, que voulez-vous? Ils donnent qu'on ne saurait aborder ici, mais qu'on pourra un jour développer. C'est ainsi que ceux qui avaient voulu me désigner pour que je les représentasse, n'est-ce pas, au Parlement à l'époque, connaissaient ma culture générale très approfondie en histoire, et c'est ainsi qu'ils m'avaient choisi. Encore que là, je n'avais pas pu tenir, hein, tout comme j'avais dû partir de l'université de Lubumbashi, parce que trop en avance sur son temps, c'est dangereux. C'est dangereux. Permettez, professeur, je voulais revenir sur la question. Oui. Est-ce que vous ne regrettez pas à un moment d'avoir abandonné la politique, avoir le paysage politique aujourd'hui au pays? Est-ce que vous ne pensez pas que le pays a besoin de vous, toujours? Est-ce que non, il y a un regret. C'est tard? Non, je pense qu'il y a un regret. Hein. Et sans entrer dans les détails, comme vous savez, à certaines occasions, j'ai refusé d'être ministre. Pour des raisons évidentes, mais j'avais désigné des gens pour me remplacer. Je ne vais pas les citer pour raison de... Hein. Ils sont légion, hein, dans le microcosme politique congolais. Mais je regrette, effectivement. Hein. Et ça, de temps en temps, mon épouse me dit, mais chaque fois tu as refusé, tu ne trouves pas que quelque part, tu es un peu responsable du champ-lit que nous vivons actuellement? Oui, hélas, je dois le reconnaître. Je suis un intellectuel, je dois le reconnaître. Je dois battre ma mea culpa. Peut-être que ma présence, quelque part, aurait pu influer, mais bon. Nous sommes là, mais maintenant, ce que je dois faire, c'est former des gens comme vous tous, vous encadrer pour que vous puissiez faire ce que je n'ai pas pu faire, compte tenu... c'est des ratés de l'histoire, hein. Mais alors il faut toujours se rattraper en entraînant la jeunesse pour le faire à sa place. Il y a cette question d'interconnexion universitaire dans la sous-région du Grand Lac. Oui. Vous avez évolué au Rwanda. Oui. Vous avez quel point de vue sur l'interconnexion des universités? Parce que quand vous formiez des médecins au Rwanda, Goma en manquait, des spécialistes. Bukavu peut-être en manquait. Quand on en forme à Bujumbura, quelle est votre lecture de cet état de choses? Les 3 pays qui sont voisins, mais qui ne changent pas l'expérience j'éprouve la tristesse. Scientifique. La tristesse. Parce que vous savez, à tout point de vue, nos 3 pays, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, CPGL, je peux vous dire que nous aurons pu être le fer de lance, même dans l'East African Community, et même dans les États d'Afrique centrale, et pourquoi pas au niveau du SADC. Si nous étions bien instruits, et si réellement nous pouvions comprendre le rôle que nous pouvons faire. Les Grands Lacs, je vous assure, c'est une bénédiction pour l'Afrique centrale et les autres Afriques. J'entends l'Afrique orientale et même l'Afrique australe. On aurait pu vraiment conjuguer les efforts pour être le fer de lance. Et vous savez, maintenant j'entends parler des écoles doctorales.
Savez-vous qui avait commencé avec les écoles doctorales dans ce pays? C'est celui qui vous parle. Oh. Quand j'étais recteur de Lubumbashi, conscient du fait que je créais des extensions qui devaient devenir des universités du lendemain, ce qu'elles sont devenues, je vous ai cité 7 à 8 universités. En même temps, j'avais enclenché la formation des formateurs. C'est ainsi qu'à Lubumbashi, j'avais créé 2 écoles doctorales. Une école doctorale pour les sciences humaines et une école doctorale pour les sciences dures, c'est-à-dire la médecine, M. Wittigner, biologie, polytechnique. Malheureusement, après mon départ, comme d'habitude, vous savez, dans notre pays, quand quelqu'un a initié quelque chose, eh bien, on saccage tout ce qu'il a fait. Ben bon. En fait, je savais qu'après mon départ de Lubumbashi, il fallait effacer mon passage. Écoutez, c'était évident. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le regrette. Tout le monde le regrette, sauf les inconscients. Et que donc, quand je vois l'évolution des écoles doctorales qui sont destinées à former des formateurs, moi, c'est une plaie. J'arrive à Goma, je pose des questions, on me dit effectivement, il y a une école doctorale, mais je m'excuse, une école doctorale qui fonctionne de façon, je ne sais pas. Vous avez plus des gens qui viennent d'ailleurs, du Congo, qui présentent leur doctorat à Goma plutôt que les enfants du Nord Kivu. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça la réalité. Mais non, vous êtes là, vous êtes des jeunes. Nous devons vous canaliser, même dans le système LMD, la licence, maîtrise et doctorat, faire de vous des spécialistes maison. Mais je constate que, hélas, je pose la question, on me dit qu'il y a une organisation. Écoutez, entre autres, je suis venu pour ça. Je vais remettre de l'ordre. Parce que je sais de ce que je parle. Je suis dans le milieu universitaire depuis 1968. Ça fait combien d'années 58 ans. Bien sûr. Hein? J'ai commencé ma scolarité au Congo belge et Rwanda-Burundi. Donc j'ai connu le Congo belge et Rwanda-Burundi. J'ai connu le Congo Léopoldville. Hein? Puis j'ai connu la République démocratique du Congo. Ensuite, Congo-Kinshasa. Et après le Zaïre. Après le Zaïre, la République démocratique du Congo, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je vois que je n'ai rien à apprendre des gens qui sont nés après 60. C'est bien ça la question. Pour citer la dernière, avant que vous puissiez revenir sur l'anecdote d'autres passages dans l'armée. Oui. Ma dernière question est celle-ci, professeur. Après avoir presque tout donné à l'université de Kisangani, à l'université de Lubumbashi, à l'université du Rwanda, qu'est-ce qui reste encore dans le bagage Kakoma? Qu'est-ce que vous comptez donner à l'université de Goma? Ah bien, c'est de sacrifier mes dernières années de vie à l'université de Goma. Et au Nord Kivu. Parce que c'est une terre d'excellence. Vous ne le savez pas. Le Nord Kivu est une terre d'excellence. Et si les habitants de cette partie du Congo, et vous les jeunes, vous décidez de vous prendre en charge dans une démarche responsable, je ne sais pas qui pourra vous tenir tête dans ce pays. Donc je viens en sacrifice. Vous donnez un sacrifice et ça sera peut-être ça sera peut-être tout pour votre cursus. Vous comptez prendre votre retraite à Goma? Oui, me sacrifier et laisser une relève. Je préfère que des gens qui vont me remplacer. Parce que, vous savez, moi j'ai une philosophie partout où j'arrive. Aussitôt que j'arrive dans une position, je me prépare à en partir. C'est ça ma philosophie. C'est-à-dire que je viens ici pour préparer ceux qui doivent me remplacer. Dans le meilleur délai et de façon claire et plus compétente. Parce que je veux que ceux qui vont me remplacer puissent faire plus que moi. Je reviens sur l'anecdote. Est-ce que l'homme qui est en face de moi maintenant aurait pu être militaire? Parce que vous êtes passé par une... Oui, je suis passé, mais bon, ça c'est une... Mais vous savez... C'était vite fait ou non, vous mais avez la passion? Ça vient de loin. Je vous ai dit que, étant de formation gréco-latiniste et trempé dans l'histoire du monde, hein, j'étais et j'avais pour principe vivre dangereusement. Alors je suis arrivé à Lovanium, une université d'excellence, et en 1968, c'était ce qu'on appelle les 68 arts. Avez-vous jamais entendu parler de 68 arts? Moi, c'était des révolutionnaires étudiants, on était des grands révolutionnaires. Et en 69, on voulait renverser Mobutu les mains nues. Donc nous étions descendus dans les rues de Kinshasa pour dire à Mobutu, c'est assez, vous avez mal dirigé, partez. Eh bien, dictateur de son État. Oui, alors c'était un carnage. J'avais perdu 40 de mes amis, que je n'avais plus jamais revus et dont les corps avaient été jetés dans le fleuve Congo.
Hein. Et en 71, nous avions voulu ériger des monuments en leur souvenir à Lovanium. Alors, ça n'avait pas plu au régime d'en face. Bon, il y avait eu sur le campus des échauffourées avec des militaires qui étaient dirigés par le commandant en chef à l'époque, le général Bosango. Eh bien, à la fin de ça, Mobutu avait décidé de supprimer les 3 universités et de nous enrôler dans l'armée. Et c'est ainsi que j'ai fait l'armée. Et avec certaines personnes qui sont professeurs ici, je pense que le professeur Mouniantouali, le chef de département, le doyen de la faculté de médecine, et même l'ancien recteur Gakuru, doit aussi avoir fait l'armée en même temps que nous. Mais eux, c'était nos cadets. Et bien sûr, cette fois-là, j'étais parmi les meneurs. Hein, avec des gens dont vous avez déjà entendu parler, comme le docteur Sondji, qui fut à un moment donné ministre de la Santé après la Fidèle, ou le feu professeur Célestin Kabouya Lumuna, qui fut directeur de cabinet adjoint de Mobutu et même sénateur qui nous a quittés récemment, ainsi que d'autres grands juristes de ce pays comme Maître Kinkela, Maître Chinkwela, ainsi que Docteur Chibalabala, qui nous ont déjà quittés, professeur Moulumba Madichala, qui nous a déjà quittés, ainsi que le général Docteur Chamba, qui est aussi décédé. On était parmi les meneurs. Et c'est ainsi que on nous avait mis dans l'armée, et tous mes amis avaient fait la prison sauf moi, parce qu'ils m'avaient protégé lors du procès, qui était mené par Kengo Adondo. Hein? Léon Kengo Adondo, il était procureur général. C'est lui qui avait instruit, et mes amis étaient condamnés à la prison à vie. Mais à l'occasion du voyage de Mobutu en Chine pour voir Mao Tse-tung, on était passé par son épouse, maman Antoinette Mobutu, avec des amis jésuites. On a pu obtenir la libération de ses amis. Et donc, j'étais forcé de rester dans l'armée, comme tous les autres étudiants qui n'étaient pas des meneurs. Hein? Et bon, j'étais devenu sergent. Espérons que c'était une expérience qui vous a aussi forgé quand même. Oui, mais ça m'a donné du caractère, la discipline, et surtout le respect de la parole donnée. Et vous savez, dans notre pays, quand je suis certaines négociations, même politiques, et que les gens ne respectent pas la parole donnée, après avoir signé des accords, je me dis, ben ouf, ils auraient dû passer par l'armée, ces gens-là. Hein? Voilà. Donc vous soutenez ceux qui pensent qu'il faut passer par une formation obligatoire après le diplôme. Oui, vous pouvez faire une forme de formation obligatoire. À ce moment-là, vous devenez vous devenez des hommes conscients de votre responsabilité, et non pas ces individus qui n'ont aucun amour pour leur prochain, pour les leurs et pour la communauté. C'est triste. Merci beaucoup, professeur. Nous espérons que Goma va soutirer encore quelque chose de Kakoma, de cette grande école que j'appelle l'école Kakoma. C'était un plaisir et un honneur d'échanger avec vous. Ok. Et puis, je vous souhaite plein de succès pour votre mandat. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, pressez-moi, pressez tous ceux qui restent comme jus en moi. Hein? J'ai encore un peu de jus. Pressez. Abreuvez-vous de ce sucre. C'est pour vous. Je suis venu pour vous. Merci, professeur. Au plaisir de vous revoir dans un autre registre, peut-être. Merci beaucoup. Très volontiers. Merci.